très rapide et un chiffre sur le pourquoi, c'est-à-dire d'où on vient. Premier semestre 2021, les pratiques de piratage des contenus culturels sont en baisse tendancielle. Les pratiques de piratage des contenus sportifs sont en hausse tendancielle, avec plus de 3 millions d'utilisateurs qui, chaque mois, effectivement, se connectent pour pouvoir avoir la possibilité de voir des matchs, non pas d'une manière licite, à travers des abonnements à Canal, à Being, mais à travers, effectivement, toute une galaxie de sites pirates qui leur offrent gratuitement, la plupart du temps, effectivement, l'accès au match. Le défi que, au fond, on avait à surmonter, c'était à la fois, et c'était assez difficile, en fait, et certains d'entre vous, sans doute, s'en souviennent lors des débats, de trouver un point d'équilibre entre, d'une part, effectivement, la nécessité de pouvoir instaurer un blocage qui soit efficace, donc rapide, puisque, voilà, la spécificité des manifestations, compétitions sportives est que la valeur même de la manifestation, de la compétition, elle s'éteint. En 2 heures pour un match de foot, en tout cas dans le temps même de la compétition, et bien sûr de devoir respecter la liberté de communication et le rôle du juge qui est le garant des libertés publiques et qui doit intervenir d'une manière, fondatrice dans le dispositif. Et ce qui est nouveau, ce qui effectivement n'avait jamais à ce stade été instauré, c'est de pouvoir concevoir le rôle d'une autorité administrative, en l'occurrence l'ARCOM depuis le 1er janvier, pour mettre en œuvre en réalité d'une manière dynamique, c'est-à-dire dans le temps, dans la durée, dans une forme d'actualisation, la décision du juge. Alors comment ça se passe ? Ça se passe, je vais là aussi essayer d'être le plus concret possible, parce que moi non plus, je n'ai jamais piraté, donc je parle de ce que je ne connais pas en réalité. Personne n'a piraté dans cette salle. Voilà, on part du principe effectivement qu'on est tous parfaitement profanes en la matière. La première étape, c'est effectivement l'étape de la saisine du juge. Alors, ceux qui peuvent le saisir, ce sont soit les fédérations ou les ligues, ou encore les chaînes de télévision qui ont acquis des droits exclusifs de diffusion, souvent à prix d'or. Qui doivent saisir le juge en pouvant mettre en avant la preuve, à travers des constats d'huissier en réalité et des captations d'écran, que ces sites, qu'ils doivent viser bien sûr dans la saisine du juge, portent des atteintes graves et répétées. C'est vraiment l'exigence de la loi, à leurs droits. Et il faut que ces atteintes graves et répétées aient été occasionnées par le contenu d'un site en ligne dont l'un des objectifs est principalement la diffusion sans autorisation de ces compétitions. Le juge statue selon une procédure d'urgence, qui est la procédure dite d'accélérer au fond ou procédure de référé, et il peut alors prescrire, et c'est très important, toute mesure susceptible de faire cesser ces atteintes envers, en réalité, toute personne morale qui est en état de pouvoir le faire. À ce stade, et concrètement, le juge n'est saisi qu'aux fins de notifier aux fournisseurs d'accès Internet le blocage de sites, mais en réalité, le dispositif législatif est beaucoup plus large et permettrait d'embrasser d'autres acteurs. J'en dirai un mot sur, les limites actuelles du dispositif et les voies éventuelles d'évolution possibles. Donc, l'intervention du juge est suivie par celle de l'ARCOM, c'est la deuxième étape, dès lors que la décision judiciaire est devenue définitive, mais que les ayants droit sportifs
constate qu'en réalité, la mesure de blocage est contournée par l'apparition de sites qu'on appelle les sites miroirs, en réalité, hein, qui permettent l'accès effectivement à la même compétition. Les ayants droit peuvent effectivement saisir l'ARCOM sur la base, en réalité, à nouveau de constatation, en transmettant les données d'identification des sites, évidemment, dont ils ont constaté qu'ils étaient illicites, puisqu'ils permettaient, là aussi, de pouvoir capter les matchs qui pourtant étaient dans le champ de l'ordonnance judiciaire. Et nous, à l'ARCOM, à travers la présence d'agents habilités de l'ARCOM, assermentés, donc on a pour mission d'instruire ces saisines et de dresser, quand on constate effectivement que les sites qui ont été mis en avant par la saisine des ayants droit sont bien des sites qui soit diffusent directement, soit ont l'objectif, c'est-à-dire dans leur proposition, mettent en avant la diffusion prochaine des mêmes compétitions, alors nous sommes effectivement en capacité de pouvoir notifier aux fournisseurs d'accès Internet le blocage de ces sites miroirs. Les seuls qui peuvent agir en la matière, c'est-à-dire qui peuvent donner en réalité le top départ aux fournisseurs d'accès Internet, ce n'est pas le collège. Donc c'est aussi un élément qui est un peu, exceptionnel. C'est soit le président du collège, soit le ou les membres qu'il désignera. Il a demandé aux deux magistrats, Laurence Péco-Rivolier, qui est donc conseiller à la Cour de cassation, et votre serviteur, donc, qui est conseiller d'État, de pouvoir effectivement suivre plus particulièrement cette procédure et de pouvoir valider les notifications de blocage aux fournisseurs d'accès Internet. Concrètement, donc, on communique à ceux-ci une liste de noms de domaines qui sont les noms de domaines correspondant donc à ces services illicites. Alors, comment le dispositif s'est déployé depuis donc le 1er janvier? On a 9 mois de recul. 10 décisions de justice, donc c'est vraiment la clé de contact du dispositif, obtenues par des diffuseurs, Canal et Being, une ligue, la Ligue de football professionnel, qui est représentée par Mathieu Ficot, la Fédération française de tennis, et les compétitions, principalement des compétitions de football, donc la Coupe d'Afrique des Nations, la Ligue 1 et 2, la Première Ligue, le Top 14, ça on passe au rugby, et puis des sports mécaniques et le tennis. Le tribunal, donc, qui est le tribunal de Paris, compétent pour ce type de litige, s'est armé lui-même, donc avec effectivement une magistrate dédiée qui connaît la matière et donc est en capacité de pouvoir réagir très rapidement, rend les décisions dans des délais exceptionnellement courts. J'ai été dans un passé très ancien magistrat, je dois dire que j'ai été effectivement extrêmement admiratif de la manière dont les choses se sont passées au niveau judiciaire, mais ça a été effectivement une préoccupation du président du tribunal judiciaire de faire que cette procédure fonctionne dès sa mise en place, vraiment dans des délais exceptionnels. À ce moment-là, donc, le blocage qui a été ordonné à travers ces 10 décisions embrasse 350 services illicites. Et dans le même temps, c'est-à-dire dans celui, comme je l'ai dit, qui suit immédiatement en fait la décision judiciaire, parce que les sites miroirs sont des sites miroirs très réactifs, qui apparaissent pratiquement dans les heures qui suivent et les jours qui suivent. Donc l'ARCOM a été saisi par les mêmes ayants droit d'ailleurs que j'ai évoqués, de 40 saisines, et a notifié le blocage de plus de 480 noms de domaines aux fournisseurs d'accès à Internet. Alors, l'instruction, nous-mêmes, évidemment, on s'est mis en état, comme l'institution judiciaire parisienne l'avait fait, de pouvoir répondre en général dans un délai qui est de quelques jours.
Et ensuite, je dois le dire, les mesures de blocage sont appliquées par les fournisseurs d'accès dans des délais qui eux-mêmes sont des délais de quelques heures, lorsque l'Arcom leur transfère effectivement les données de ces noms de domaine des sites illicites. Donc ce que vraiment je dois saluer ici, à travers ces 9 mois, c'est la qualité d'un travail d'équipe. C'est-à-dire d'un bout à l'autre de la chaîne, le juge, les ayants droit, bien sûr les fournisseurs d'accès Internet, je parle en dernier de l'Arcom, ont vraiment joué chacun un rôle majeur dans l'efficacité et les résultats que je viens d'évoquer en termes de blocage. Et je dois le dire de la part des fournisseurs d'accès Internet à ce stade, sans, j'allais dire, mettre en avant les coûts représentés par la mise en œuvre de ces blocages. Voilà. Alors, ce bilan, il a abouti, voilà, parce qu'au-delà des blocages, on s'est intéressé à savoir comment l'audience qui se dirigeait vers les sites illicites a réagi. Alors il se trouve que on a observé que entre janvier 2021, c'est-à-dire premier semestre 2021 et premier semestre 2022, de moitié, l'audience illicite avait baissé. On est passé donc premier semestre de l'année dernière à 3,2 millions d'internautes qui, en live streaming, avaient accès à ces sites illicites par mois, à 1,7 million. Donc des mêmes internautes qui aujourd'hui effectivement accèdent à ces sites illicites. Près de la moitié de ce qu'il est convenu d'appeler les live streamers, c'est-à-dire ces internautes, quand ils sont confrontés au blocage des sites, se détournent de ceux-ci. 48%, c'est quand même la moitié. 37% cessent leur pratique et 15% vont vers l'offre légale et souscrivent un abonnement à une des chaînes qui propose les compétitions auxquelles ils veulent accéder. Pour autant, parce qu'il faut effectivement s'intéresser aussi au verre à moitié vide, en quelque sorte. Il reste 46% d'internautes qui poursuivent leur pratique illicite en utilisant pour certains des moyens de contournement. Et donc c'est un peu, j'allais dire, vers ces pistes-là que je souhaiterais conclure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire à partir de ce constat, encore une fois, très satisfaisant, mais sans doute insuffisant. Il faut que, à travers une vigilance accrue, on puisse je crois, atteindre 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de renforcer, par le biais d'accords entre les fournisseurs d'accès Internet, les titulaires des droits sportifs, renforcer la coopération entre eux et permettre une mise en œuvre des mesures de blocage qui s'inscrivent dans une solution de blocage automatisée. C'est très important car je pense effectivement que la réactivité du dispositif peut être serrée. Deuxième objectif, il faut qu'on améliore les solutions technologiques de blocage et travailler, aujourd'hui on travaille sur des blocages DNS, c'est-à-dire des noms de domaine, travailler sur le blocage par l'adresse IP qui est beaucoup plus près de la diffusion illicite pour limiter l'effet des pratiques de contournement. Troisième objectif, il faut, et la loi nous permet, c'est ce que je disais d'emblée, impliquer dans la lutte contre ce piratage sportif l'ensemble des intermédiaires techniques de cet écosystème, tels que les fournisseurs de systèmes de nom de domaine, les réseaux privés virtuels, les VPN, les services d'hébergement, par exemple, Cloudflare, bref, tous ceux qui permettent actuellement à 12% de ces internautes live streamers qui, confrontés au blocage, ont recours à ces moyens techniques de contournement, DNS alternatifs ou VPN, qui leur permettent d'échapper en quelque sorte aux effets du blocage. Voilà ce que je souhaitais rapidement vous donner comme élément. Merci, M. Rapone, c'est très clair. Je vais passer maintenant la parole à Mme Belloulou pour qu'elle nous dise un peu concrètement comment se passe l'intervention des FAI et est-ce que vous aussi, vous avez identifié des pistes d'amélioration ?
Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, donc la Fédération française des télécoms que je représente ici est heureuse d'apporter le témoignage de son expérience dans la mise en œuvre de la loi du 25 octobre 2021 qui est à ce stade assez unique en Europe. Les fournisseurs d'accès Internet agissent en quelque sorte en tant que prestataires occasionnels du service public lorsqu'ils exercent déjà depuis longtemps la police des contenus pour des raisons d'intérêt public majeur, notamment en matière de lutte contre la pédopornographie, contre les incitations publiques à commettre des actes terroristes ou encore les propos haineux. Nous agissons aussi en tant que prestataires occasionnels pour lutter contre la protection, pour protéger des intérêts légitimes. Nous agissons donc en tant qu'auxiliaires de la lutte contre les jeux illégaux ou la protection des droits de propriété intellectuelle avec l'ADEPI depuis longtemps et donc plus récemment dans la protection des droits sportifs avec la loi du 25 octobre 2021. La loi, qui doit beaucoup aux travaux de votre commission, fait de la France un des pays d'Europe dont l'arsenal juridique est le plus complet. Je vous renvoie à cet effet à la très longue et très détaillée étude de l'Observatoire de l'audiovisuel du Conseil de l'Europe de 2021 qui contient des études pays par pays. Nous avons bien conscience des intérêts en jeu en ce qui concerne la protection des droits sportifs, avec l'économie évidemment de l'audiovisuel, mais aussi l'économie des filières sportives. Et donc, nous sommes fiers de participer à la protection de ces droits. Et nous avons également le souci de respecter les équilibres que les parlementaires ont pris soin de dessiner entre d'une part la protection des droits fondamentaux, avec notamment la liberté d'expression et de consultation des sites internet, dont nous sommes aussi les garants en matière pratique, et d'autre part l'innovation avec le blocage des sites miroirs. Donc le mécanisme se déroule en deux étapes. Il y a d'abord une décision du juge qui est rendue sur saisine des ayants droit au début de chaque compétition, de chaque saison, qui demande le blocage de sites pirates identifiés et qui donne ensuite le pouvoir à l'Arcom d'agir contre de nouveaux sites, les sites miroirs. Et donc pendant toute la durée de la compétition ou de la saison, les titulaires de droits sportifs saisissent à ce moment-là directement l'Arcom pour bloquer des nouveaux sites, les sites miroirs, dans des délais plus brefs. Alors, quel est notre positionnement ? Depuis l'entrée en vigueur de la loi, nous avons protégé un certain nombre de retransmissions sportives, notamment de la Coupe d'Afrique des Nations, des Ligues 1 et 2 de football, le Top 14 de rugby, la Ligue des Champions, Roland-Garros, des Grands Prix de Formule 1 ou de moto, ou encore la Première Ligue anglaise. Au total, nous avons bloqué plus de 835 noms de domaines et nous sommes fiers d'avoir mesuré d'avoir contribué, dans la mesure qui a été décrite par Denis Rapone, à l'utilisation de sites de streaming illégal. Nous le faisons grâce à la bonne coopération de tous les acteurs et nous avons conscience de l'importance d'agir dans des délais brefs, puisque toute la valeur économique est portée dans la première transmission du flux. Nous appelons, sur la base de cette première expérience, à une industrialisation du dispositif et nous rejoignons complètement le vœu de l'Arcom sur ce sujet. Le législateur a pris soin de proposer une régulation moderne qui prévoit que l'Arcom élabore un modèle d'accord pour tous les acteurs et nous appelons à la mise en œuvre de ce modèle d'accord de nos vœux. C'est pour cela que, de manière constante et depuis un an, nous avons fait preuve d'une bonne volonté de coopération. En novembre 2021, nous avons proposé un cahier des charges qui permettait la mise en place d'une brique technique pour récupérer de manière automatisée les listes de sites à bloquer auprès de l'Arcom. En début d'année 2022, notamment en février et en juin, chaque fois que je suis venue à l'Arcom, donc en compagnie des ayants droit, nous avons proposé un dispositif de coordination des actions des titulaires de droits, les Arcom et l'opérateur afin de fluidifier le processus au global et nous proposons des amendements de manière raisonnable et constructive au projet d'accord de l'Arcom. Nous agissons aussi depuis l'entrée en vigueur de la loi avec diligence en mobilisant pour l'instant du personnel habilité, y compris lors d'astreintes. Et ces personnels habilités doivent parfois composer avec des demandes multiples de demandes de blocage pour des raisons d'intérêt public majeur et de protection des droits sportifs. Pour les seuls blocages de droits sportifs, compte tenu de l'exigence de diligence que je rappelais et que nous respectons, les astreintes nécessitent pour l'instant une personne qui active le blocage de manière manuelle, un ingénieur réseau et un ingénieur DNS. Nous avons également engagé des investissements spécifiques sans perspective certaine d'être compensés et nous acquittons aussi des honoraires d'avocats à ce jour dans une dizaine d'instances sans être compensés non plus.
ce qui est paradoxal, parce qu'en vertu du principe constitutionnel de juste rémunération, dans tous les autres domaines dans lesquels nous agissons en tant que prestataires occasionnels du service public ou auxiliaires de la protection des droits, nous sommes un principe compensé du fait de la loi ou du fait d'accords. Notre opposition est guidée par 4 principes. D'abord, l'égalité de traitement des titulaires de droits, l'efficience et l'efficacité opérationnelle pour minimiser les coûts d'investissement, quelles que soient les personnes qui les prennent en charge, et les coûts opérationnels, le respect du principe de proportionnalité. Je suis moi-même ancienne juriste, et je suis toujours juriste d'ailleurs dans l'entreprise dans laquelle je travaille. On est juriste, on le reste en général. Et donc ce principe de proportionnalité, il est au cœur du droit constitutionnel et européen, et il a pour conséquence que doivent être minimisées les atteintes à la liberté de consultation des sites Internet, et notamment les surblocages. Et enfin, nous demandons évidemment la compensation des coûts. Nous ne demandons pas d'être rémunérés en dégageant un bénéfice. Nous demandons simplement de ne pas travailler à pure perte alors que nous travaillons pour le compte d'autres opérateurs privés en tant qu'opérateurs privés. Pour que chacun y trouve son compte, ce que nous avons proposé dans le projet d'accord depuis un an, c'est d'aller au-delà un peu de ce que prévoit le minimum légal, de faire mieux pour tout le monde, parce que nous nous mettons aussi à la place des autres parties à l'accord, et de nous saisir tous des opportunités d'un accord. Donc nous proposons de simplifier les procédures en industrialisant, en automatisant le traitement de demandes plutôt que de faire appel à chaque fois à des personnels habilités. Pour cela, nous avons besoin du calendrier de manifestations sportives qui nous sont donnés d'ailleurs de mieux en mieux. Nous avons besoin de formats de fichiers harmonisés, d'une automatisation des blocages. Nous nous engageons même à pouvoir bloquer les sites avec l'industrialisation en 45 minutes, ce qui est quand même un délai de réaction extrêmement efficace. Et nous demandons simplement la compensation des coûts. Donc les enjeux sont de 500 000 € d'investissement et de développement initial, dont nous proposons de prendre en charge la moitié, donc de partager entre les ayants droit et les fournisseurs d'accès Internet, et la compensation des coûts opérationnels courants des blocages de sites, donc 150 000 € par an. Donc nous prenons en charge la moitié et nous attendons des ayants droit qu'ils prennent en charge la moitié. Nous avons évidemment justifié la nature de ces coûts, je vais vous en faire grâce ici, mais on a quand même 2 étalons de comparaison. D'abord l'enjeu économique des droits sportifs, qui est plus d'1 milliard d'euros par an. Donc je crois que le coût est quand même raisonnable par rapport au gain qui peut être dégagé. Et aussi le coût qui avait été chiffré par l'Inspection générale des finances en toute indépendance pour l'identification des pirates au profit de la DOPI, qui est de 120 000 € par an. Donc ça revient à la même chose pour les coûts opérationnels courants si je mets de côté les coûts d'investissement. Donc ces investissements, nous les faisons en régie. Donc nous appelons de nos voeux un aboutissement prochain des travaux afin de permettre aux équipes des opérateurs d'agir de manière plus efficace et plus automatisée avec un cadre standardisé. Ce sera vraiment l'intérêt de tous. Le système de blocage manuel actuel est précaire, eu égard à la volumétrie et aux attentes légitimes et importantes des titulaires de droit. Je crois que nous avons prouvé notre efficacité. Nous pouvons encore faire un saut qualitatif. Donc nous souhaitons nous saisir de cette opportunité, de cet accord qui sera un pas important. Nous avons tissé des relations de confiance, je l'espère, avec nos nouveaux interlocuteurs. En tout cas, nous y travaillons tous les jours, justement, en montrant le succès des mécanismes de blocage. Nous espérons que nous serons 2 à vouloir danser le tango, comme on dit souvent à Bruxelles, même si les retransmissions de cette danse, qui peut être sportive, n'a pas fait à ce jour l'objet d'une demande de blocage. Donc cet accord sera important. Il ne suffira pas à lui seul. Nous sommes prêts aussi à étudier, à partir du moment où le cadre est précis, le blocage IP. Pour l'instant, nous y voyons beaucoup de difficultés techniques parce que autant une adresse DNS est univoque, autant les adresses IP, il peut y en avoir 1 milliard par site et elles sont réattribuées en permanence. Donc il y a des risques de surblocage qu'on a vu en Autriche. Nous sommes prêts pour autant à mener toutes les études nécessaires pour progresser du blocage DNS vers l'étude des blocages IP. Mais pour ça, il faut un cadre très clair. On est prêt à discuter le cahier des charges de l'étude avec les autres parties. Et nous avons besoin d'être sécurisés du point de vue de la responsabilité s'il y avait des surblocages. Et puis également d'être certains que nous serons compensés de nouveaux coûts qui, à ce moment-là, seraient nécessaires, sachant que pour l'instant, il n'y a pas d'outils sur étagère. Enfin, Denis Rapon l'a rappelé, d'ailleurs que ce soit avec le blocage DNS ou le blocage IP, il existe des moyens
de contournement. Et l'accord en lui-même et le travail des FAI et des ayants droit ne sera pas suffisant à lui seul pour enrayer les mécanismes de piratage et les filières de piratage. Il faudra aussi travailler sans doute avec les hébergeurs, les plateformes d'hébergement, afin qu'ils mettent en place des mécanismes de détection de contenus illicites. Nous ne pouvons pas le faire de notre propre initiative parce que c'est au cœur des principes constitutionnels, c'est au cœur des principes européens de la directive e-commerce et du règlement Internet ouvert, mais eux peuvent le faire. Il faudrait travailler aussi sans doute avec les éditeurs de systèmes d'exploitation afin d'éviter par exemple qu'iOS 15 permette le contournement des mesures techniques de protection, avec les éditeurs de moteurs de recherche qui mettent en place de nouvelles méthodes de chiffrement, les éditeurs de VPN et puis tous ceux qui commercialisent les boîtiers IPTV illégaux. C'est un travail de longue haleine et de long terme. Donc vous l'avez compris, le système actuel de traitement manuel des blocages est précaire. Nous souhaitons aller vers l'industrialisation. Nous faisons des efforts depuis un an pour parvenir à un accord. J'espère que tout le monde se saisira de cette opportunité et que chacun fera preuve d'esprit sportif. Donc les FAI que je représente ici et puis les 3 représentants des ayants droit qui sont ici. Et puis au besoin, de toute façon, nous avons un arbitre autour de la table. Je vous remercie. Alors, nous allons rester sur, merci madame, nous allons rester sur l'application de la loi en demandant aux ayants droit quelle est leur vision un an après du piratage. Est-ce que les données que les chiffres que a indiqués M. Rapone, qui sont à la base d'un sondage en fait, est-ce que vous les constatez bien aussi en termes d'audience et est-ce que vous voyez le piratage évoluer? Je vais peut-être donner la parole à M. Saada. Si vous le voulez bien. Merci. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Conseiller, Madame la Présidente. Je tenais à vous remercier pour l'initiative de cette table ronde. Je me souviens en effet avoir été dans cette salle parmi les gens sollicités il y a quelques années. Elle vient rappeler le soutien porté de longue date par le Sénat à ce sujet de la lutte contre le piratage des contenus audiovisuels et notamment sportifs. Car nous n'oublions pas que ce qui nous permet de nous réunir aujourd'hui et de pouvoir vous dresser devant vous un premier bilan objectivement positif de la mise en œuvre depuis janvier 22 de l'article 3 de la loi de 2021, c'est bien la juste appréhension des enjeux du piratage sportif par le Parlement et tout particulièrement par le Sénat qui a permis d'aboutir à la définition d'un dispositif concerté, proportionné et à notre sens adapté. Si vous en êtes d'accord, je vais d'abord m'adresser à vous en tant que président de l'APS, avant de faire un point plus spécifique pour Canal+, et avant de laisser la parole à Caroline Guento, secrétaire générale adjointe de beIN Media Group, et de Mathieu Ficot, DGA de la LFP, qui vous présenteront également leur propre bilan. Pour mémoire, nos 3 organisations sont à l'initiative de l'Association pour la protection des programmes sportifs, donc l'APS, créée en 2018 et réunissant à la fois ayants droit et diffuseurs. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'ensemble des autres membres, dont certains sont présents dans la salle, qui sont mobilisés depuis toutes ces années dans ce combat commun. Tout d'abord, nous pouvons collectivement nous satisfaire des premiers mois de la mise en place du nouveau dispositif issu de l'article 3 de la loi qui a démontré une bonne coordination des parties prenantes et qui permet d'afficher des premiers résultats concrets. Comme cela vient d'être rappelé, ce dispositif introduit de manière inédite en droit français un nouveau moyen de lutter contre le piratage sportif en complétant les outils jusqu'à-là offerts par la loi. Nous allons vous expliciter autant que de besoin le dispositif de l'article 3 dans sa mécanique. Les membres de l'APS l'ont mobilisé individuellement, mais notre ambition partagée a permis dès le mois de janvier de nous coordonner et d'échanger sur les bonnes pratiques. Nous avons appris ensemble à mobiliser au mieux le nouvel outil. D'abord, dans la première étape que constitue l'obtention d'une décision judiciaire dite ordonnance cadre sur une compétition donnée et que les FAI mettent en œuvre sur la base d'une première liste de sites à bloquer, comme l'a rappelé ma voisine, la présidente, et juriste. Puis dans la seconde étape, pour mettre à jour ces mesures de blocage tout au long de la compétition, en intégrant de nouveaux sites par le biais d'une saisine de l'ARCOM via un process défini avec l'autorité. Et les premiers résultats de cette mobilisation collective sont là. Selon l'ARCOM, et comme l'a expliqué Denis Rapone, la moitié des live streamers confrontés au blocage se seraient détournés des sites illicites, donc nous le confirmons. La chute tendancielle de l'audience des sites de live streaming illicites est corroborée par d'autres analyses et données, notamment celles fournies tout récemment par l'ALPA et par Médiamétrie. L'étude Médiamétrie mesure un écart significatif d'audience des sites étudiés entre avril 2021, avec 2,7 millions d'utilisateurs en avril 2021, uniques sur le mois d'avril, et 373 000 utilisateurs uniques en avril 2022, 2,7 millions, 373 000. Je précise que ces chiffres reflètent la méthodologie appliquée par leur source, ici Médiamétrie. Chacun va pouvoir revenir dans le détail sur ces résultats individuels, mais nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir collectivement des premiers effets de l'article 3. Nous devons surtout nous satisfaire de la coordination de l'ensemble des parties prenantes qui en ressort. Ce bilan positif est le résultat d'un alignement des planètes entre la volonté des titulaires de droit, la compréhension rapide du juge,
la diligence des opérateurs télécoms et l'accompagnement efficace de l'Arcom qui a permis d'obtenir très rapidement les premiers résultats sur les blocages. Un remerciement tout particulier à l'Arcom, évidemment d'abord à Denis Rapone dont l'expertise et l'engagement nous accompagnent depuis de nombreuses années, ainsi que Madame la conseillère Laurence Pécaud-Rivolier, Pauline Blassel qui est ici, et Raphaël Berger, directeur de la création Arcom, pour leur travail quotidien à nos côtés dans la mise en place du nouveau dispositif sport. Un remerciement également au FAI pour leur diligence que je confirme dans la mise en œuvre des premières mesures de blocage. Les discussions sont constructives, nous les menons depuis plusieurs mois et elles nous donnent bon espoir d'aboutir rapidement à un accord pour cranter cette collaboration et aller vers les prochaines étapes. Nous tenons là encore à souligner le rôle précieux que joue l'Arcom dans cette séquence. Nous devons toutefois rester prudents. Malgré la baisse de l'audience de ces sites illicites, le report des consommateurs vers une offre légale n'est pour autant pas assuré, comme l'a rappelé Denis Rapone. Certains utilisateurs se sont ventilés, dans une certaine mesure, vers un contournement des mesures de blocage DNS mises en place par les FAI grâce à l'utilisation de DNS alternatifs ou de VPN, ou vers un visionnage illégal de ces contenus en direct sur certaines plateformes comme Twitter, TikTok ou Telegram. Depuis les premiers blocages, la diffusion en direct a considérablement augmenté sur ces plateformes où les délais de fermeture demeurent insuffisants malgré un début de collaboration avec elles. Surtout dans une plus forte mesure, ces utilisateurs se sont reportés vers la consommation illégale de l'IPTV, comme l'explicite l'étude de l'Arcom, et j'y reviendrai. J'y reviens tout de suite d'ailleurs. Le piratage IPTV est en réalité un abus de langage. Il s'agit d'une utilisation contrefaisante d'objets légaux, à l'instar de boîtiers, de smartphones, d'ordinateurs ou de télévisions connectées. Ceux-ci sont détournés de leur usage légal lorsqu'une application illégale est téléchargée pour donner accès à des contenus piratés. Ce mode de consommation illicite est particulièrement destructeur de valeur. En effet, à la différence des sites de live streaming qui piratent les contenus, le piratage IPTV attaque lui notre modèle même en vendant des abonnements. Et nous avons de quoi nous inquiéter. Nous comprenons de l'étude de l'Arcom que 9% des internautes utilisent de l'IPTV illicite pour regarder les compétitions sportives, ce qui représente 40% des consommateurs ayant des usages sportifs illégaux. Nous avons pour notre part des éléments qui viennent confirmer les tendances exprimées dans l'étude de l'Arcom quant au report de l'usage illicite vers l'IPTV. Nous identifions au quotidien une présence accrue de ces offres illégales d'abonnement IPTV sur les réseaux sociaux que nous scannons. L'organisme SimilarWeb a suivi l'évolution de l'audience de certains services IPTV dont nous savons qu'ils sont très utilisés en France. Par exemple, le service Premium OTT est ainsi passé de moins de 50 000 utilisateurs mensuels en décembre 2021 à 200 000 utilisateurs en septembre 2022. Le service iPlay ou iPlay est lui passé de 45 000 utilisateurs en décembre 2021 à 145 000 utilisateurs en septembre 2022. C'est pourquoi nous ne pouvons nous arrêter aux premiers signaux positifs de la mise en place de l'article 3. Cette expérience doit nous encourager à aller plus loin pour structurer et massifier la lutte en s'adaptant à ce phénomène protéiforme qu'est le piratage. Chacun aura l'occasion de revenir sur les axes de sa stratégie individuelle, mais nous partageons déjà les mêmes constats et objectifs. Premièrement, nous devons orienter nos actions vers la lutte contre le préjudice majeur causé par l'IPTV. Cette priorisation nous obligera à mobiliser le second outil technique de lutte contre le piratage qui lui est techniquement le plus adapté, à savoir le blocage dit IP. Nous savons en effet que pour lutter contre cette pratique de piratage, la méthode de blocage la plus efficace est celle du blocage de la source, donc de l'adresse IP. C'est d'ailleurs le choix opéré en Angleterre par la Premier League, le premier championnat de football du monde, avec qui nous échangeons et qui attribue au blocage IP obtenu par voie judiciaire une baisse extrêmement significative de la consommation illégale IPTV. Deuxièmement, nous allons devoir prendre en compte l'ensemble de l'écosystème complexe du piratage. Nous devons élargir nos actions, au-delà des opérateurs télécoms dont j'ai rappelé la logique constructive, aux autres intermédiaires techniques pour que chacun participe à la mesure de l'impact qu'il peut avoir pour endiguer le piratage. L'effort ne peut être que collectif face à des pirates organisés comme des structures mafieuses ou des cartels de la drogue. L'APS et ses membres sont pleinement engagés à poursuivre leur entente et fournir leurs meilleurs efforts pour continuer ce combat. Il ne s'agit pas d'une simple question de protection industrielle, mais aussi de maintien de l'écosystème du sport et de sauvegarde de l'ordre public dans la sphère numérique. À ce titre, nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien du législateur et de l'Arcom. Pour Canal+, et pour que les choses soient claires, j'affirme que le piratage est le premier concurrent de Canal+, en France et dans le monde. La destruction de valeur est massive pour un acteur de pay TV, a fortiori dans un modèle généraliste présent à la fois sur le sport, le cinéma et l'audiovisuel. Canal+ tire son propre bilan positif de la mobilisation du nouveau dispositif issu de l'article 3, notamment en termes de recrutement d'abonnés. Groupe Canal+ a obtenu 8 ordonnances permettant le blocage de sites de live streaming illégaux depuis janvier 2022.
7 en fait, une est en cours. 3 décisions sont désormais inactives puisque les compétitions sont arrivées à leur terme. Il s'agit des saisons passées du top 14, de la Ligue des Champions et de la Première Ligue. 5 décisions sont actives ou en cours. Celles sur la MotoGP, celles sur la Formule 1 qui sont actives jusqu'en novembre. Celles sur les saisons en cours de la Première Ligue, du top 14 et de la Ligue des Champions. Au total, depuis le début de l'année 2022, Canal+ a obtenu le blocage de 171 sites par le biais des premières décisions. Ces décisions ont été mises à jour pendant la compétition via une quarantaine de saisines d'actualisation que nous formulons auprès de l'Arcom. Ces nouvelles saisines ont permis au total le blocage à ce jour de près de 500 noms de domaines et probablement 600 d'ici à la fin de l'année. Outre la baisse significative de l'audience des sites de live streaming que nous avons rappelé tout à l'heure, nous avons surtout pu identifier les effets sur nos abonnements. L'analyse interne des recrutements opérés lors de 5 journées phares de compétitions sportives sur lesquelles le groupe a obtenu des ordonnances de blocage, à savoir le top 14, la Champions League, la Formule 1, la MotoGP et la Première Ligue, a permis d'observer une augmentation de 55% des recrutements sur ces journées phares par rapport à 2021. Il est bien sûr irréaliste d'attribuer cette croissance du parc abonné exclusivement au facteur de blocage des sites, mais ce dernier a nécessairement contribué à l'évolution positive du nombre de recrutements. La concordance calendaire entre les blocages opérés à quelques heures des rencontres, voire à quelques minutes des rencontres, comme le match PSG-Real Madrid, ne peut qu'avoir eu un impact positif sur la très forte hausse de recrutement observée. Nos perspectives pour l'année 2023 sont évidemment une massification de ce que nous avons initié en 2022. En prenant en compte les décisions en cours d'obtention, nous devrions sur l'année civile 2023, toutes compétitions confondues, réaliser environ 70 saisines, comprenant chacune 15 sites, c'est-à-dire un nombre total de sites bloqués au cours de l'année 2023 qui devrait dépasser les 1000 sites. A noter que cette projection ne prend pas en compte le sujet de l'IPTV dont j'ai parlé. Canal+ doit en effet désormais accélérer sa stratégie dans la lutte contre l'IPTV pour ne pas perdre irrémédiablement la bataille des contenus. Cette bataille ne se livre pas entre les plateformes de SVOD et les acteurs traditionnels comme on voudrait bien le croire, mais plutôt entre l'ensemble des acteurs légaux et les pirates qui les pillent. Ce fléau pourrait véritablement remettre en question les modèles de pay-TV en jouant sur une ambiguïté. La difficulté vient que de nombreux utilisateurs ne pensent pas être dans l'illégalité, car ils payent une forme d'abonnement. Cela pourrait s'apparenter très concrètement à un double maléfique de MyCanal. Les outils actuels, qu'il s'agisse du Notice and Takedown ou de la loi ou des blocages DNS, ne sont malheureusement pas assez efficaces pour atteindre sensiblement le piratage IPTV. L'enjeu n'est pas d'éradiquer le piratage, ne soyons pas dupes, la contrefaçon existe depuis la nuit des temps, mais il s'agit de trouver le point de sortie viable d'une crise à venir liée à l'IPTV en perfectionnant un outil adapté qui puisse le limiter. Je rappelle que les acteurs de l'IPTV et leurs revenus échappent totalement aux pays dans lesquels ils mettent à disposition leur offre, que ce soit fiscalement ou réglementairement. Ils ne participent en rien au cercle vertueux liant les droits audiovisuels et l'économie globale du sport. Sur un sujet que le Sénat connaît bien, ces acteurs ne sont ni soumis à des obligations éditoriales, ni à des obligations d'investissement dans la création. Donc j'y reviens, la solution, et je conclurai là-dessus, la plus efficace contre le phénomène complexe de l'IPTV, et je ne nie pas la complexité, semble aujourd'hui être le second outil technique accessible, à savoir le blocage via l'adresse IP. Il permet de résoudre notamment la difficulté d'approche de sites d'acteurs illégaux en bloquant l'accès à la source, c'est-à-dire au serveur qui héberge les flux ou les contenus proposés par les services IPTV. C'est d'ailleurs le choix opéré par certains voisins européens tels que la Première Ligue, je l'ai dit, qui en tire un bilan très positif. Canal+ est pleinement conscient des investissements que va induire la lutte contre l'IPTV illégale, mais c'est un effort auquel le groupe consentira pour sauvegarder son modèle de développement ainsi que la valeur créée sur le territoire, que ce soit pour le sport ou les autres contenus. C'est un impératif industriel, mais surtout collectif pour préserver les écosystèmes et politiques publiques touchés par ces pratiques illicites et dangereuses. Après l'exposé de mes collègues, je me tiens naturellement à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci encore de votre suivi et de votre écoute, et surtout pour votre mobilisation sur ce sujet essentiel. Merci, M. Sada. Madame Guento. Monsieur le Président, bonjour. Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de nous recevoir autour de cette table ronde. C'est l'occasion également pour beIN Sport de remercier l'engagement du Sénat à nos côtés dans la lutte contre le piratage des contenus sportifs et plus particulièrement l'engagement résolu et constant de Monsieur le Sénateur Michel Savin. Du côté de beIN Sport, nous mesurons le chemin incroyable que nous avons parcouru depuis 2017 et les premières initiatives parlementaires. Et aujourd'hui, 5 ans après ces premières initiatives, nous avons
avons rempli une partie des objectifs que nous nous étions fixés via l'adoption de cette loi en octobre dernier. Le Sénat nous invite aujourd'hui à dresser un bilan et ce bilan est, comme M. Rapone et M. Saada vous l'ont dit, extrêmement positif. Toutefois, de nouveaux défis nous attendent bien évidemment dans la lutte incessante contre le vol que constitue le piratage. S'agissant du bilan que beIN Sport pourrait dresser, je vous rappelle que beIN Sport ne diffuse que des contenus sportifs premium. Nous avons initié notre première action 2 mois après l'adoption de la loi, c'est-à-dire en janvier, aux fins de protéger la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons obtenu, et c'était très important, une décision très rapide, c'est-à-dire dans les 3 jours. Et puis nous avons par ailleurs lancé 2 autres décisions pour la protection de la Ligue des Champions et pour Wimbledon. Actuellement, nous préparons bien évidemment notre dossier en vue de protéger la Coupe du Monde, dont on mesure d'ores et déjà le fléau que pourrait être le piratage sur un événement de cette importance. On a constaté, comme l'a dit M. Rapone et M. Saada, une baisse de l'audience pirate. Les audiences UCL ont été divisées. L'audience pirate des matchs de Champions League a été divisée par 4. Et nous tirons donc 3 enseignements de cette première phase. Premièrement, la loi fonctionne extrêmement bien puisqu'elle fonctionne tant pour des compétitions qui se déroulent sur toute la durée de la saison, c'est-à-dire 9 mois, que sur des durées extrêmement courtes comme Wimbledon ou Roland-Garros, dont je vous rappelle la durée est de 15 jours. Donc ça faisait partie d'un point d'interrogation et nous sommes très satisfaits de voir que justement elle s'applique sur des événements courts et notamment sur des événements tels que la Coupe du Monde dont je vous ai parlé. Et en troisième enseignement, c'est l'obtention de ce succès, bien évidemment, passe par une mobilisation forte des moyens tant humains que financiers. Donc, juste pour vous rappeler, en amont, les ayants droit sont censés rapporter la preuve que nous subissons des atteintes graves et répétées en matière de diffusion de contenu sportif. Et donc, nous sommes tenus à apporter des preuves constantes pour que le juge puisse rendre sa décision. Donc, ça veut dire que nous procédons à de nombreux constats, nous passons par des huissiers. Enfin, c'est une constitution du dossier en vue de passer devant le juge qui est extrêmement lourde. Après, vous avez effectivement en aval de la décision les saisines que nous faisons auprès de l'ARCOM, qui nécessitent également que l'on continue de dresser des constats tous les jours afin de pouvoir actualiser la liste des sites que nous avions identifiés en première instance et qui permettra à l'ARCOM de pouvoir procéder au blocage successif. Donc tout ça pour vous dire que la lutte contre le piratage du point de vue des ayants droit est extrêmement coûteux. Non seulement il y a un dommage, comme on l'a dit, subi par l'industrie et l'écosystème du sport, mais cette lutte contre le piratage occasionne de nombreux frais et coûts qui sont déjà supportés par les télédiffuseurs et par les ayants droit pour pouvoir obtenir la protection de leur contenu. Ces investissements se chiffrent en millions, en tout cas pour la société beIN Media Group à l'échelle des pays sur lesquels nous diffusons des contenus premium. Donc afin de clore cette partie consacrée au premier bilan, je dirais pour la première fois que dans la longue histoire de la lutte contre le piratage, les titulaires de droits peuvent dire « nous avons un coup d'avance en cette année 2021, mais comme on vous l'a dit, il faut s'adapter et nous savons que le piratage a un caractère protéiforme et que nous devons adapter les outils. Juste pour clarifier et apporter quelques précisions par rapport aux précédentes interventions, l'article 3, tel qu'il est aujourd'hui conçu, permet justement cette adaptation. Il ne s'adresse pas forcément au blocage DNS ou IP. Il est extrêmement large puisqu'il vise toute mesure appropriée à lutter contre la mise à disposition de contenus illicites. Donc ça veut dire que on avait déjà anticipé qu'il fallait procéder au blocage IP et que le DNS ne serait pas suffisant pour pouvoir répondre à cette problématique. Donc le DNS, c'est une étape, on va dire, la plus simple et l'IP était bien évidemment dans l'esprit de chacun d'entre nous autour de cette table pour que le dispositif soit efficace.
Bien évidemment, il y aura d'autres. De même, cet article n'a pas vocation à s'adresser uniquement aux fournisseurs d'accès Internet. Il s'adresse à tout opérateur, à tout partenaire de la chaîne du piratage, enfin pas partenaire, mais à tout opérateur qui peut nous aider à lutter contre le piratage dans le domaine technique, à savoir, on a vu les hébergeurs, les moteurs de recherche, les cloud faire, les réseaux sociaux, etc. Sans revenir donc sur la croissance de l'IPTV illégale, on souhaitait également faire un focus sur le fait que le piratage, on l'a vu un petit peu via Monsieur Saada, derrière le piratage, on a affaire à des gens extrêmement bien organisés, on peut parler de mafia, et il y a des études très intéressantes qui ont été publiées récemment, notamment celle de l'AAPA, qui est un organisme européen pour la protection des contenus audiovisuels, qui montre que dans les 71 secondes qui suivent un clic sur un site pirate, un consommateur est confronté au risque de perte d'identité, de vol d'informations, d'identification et de demande de rançon. Les risques de virus sont encore plus élevés pour les consommateurs qui accèdent à des contenus piratés via des applications, avec 57% de chances que celles-ci contiennent des logiciels malveillants intégrés. Ainsi, le piratage ne s'arrête pas seulement à la protection des ayants droit et des diffuseurs, mais également à la protection de tout à chacun et même des citoyens qui naviguent sur Internet. Ainsi, on est persuadé que pour améliorer la protection de ce dispositif, le blocage IP, comme on l'a déjà soulevé, sera techniquement beaucoup plus efficace. Et c'est la raison pour laquelle les membres de l'APS appellent de leur vœu la mise en place par les FAI de ce blocage. Rappelons que ce blocage IP est déjà mis en place dans un grand nombre de pays européens. On l'a vu depuis 5 ans au Royaume-Uni, sans surblocage. Aucun surblocage n'a été constaté. C'est également le cas en Italie, c'est également le cas au Portugal. Donc ce ne serait pas une innovation que le blocage IP soit mis en place en France. Évidemment, le blocage, l'automatisation et l'industrialisation de ce système va nécessiter une collaboration encore plus étroite avec les services de l'ARCOM afin que les délais de réaction et d'intervention soient encore plus réduits et calés sur la protection du contenu. Je ne sais pas si on l'a mentionné dans le cadre des interventions précédentes, mais le blocage IP, ça consiste juste à bloquer le signal du site uniquement pendant la durée du match ou de la durée de la compétition. Ce qui fait que vous avez un écran noir qui est limité à 90 minutes s'agissant d'un match de football. Ce qui fait qu'on pense que c'est une mesure qui est proportionnée par rapport au principe dont on a évoqué tout à l'heure, le principe de proportionnalité, et limite les risques de surblocage, puisqu'on aura un blocage limité dans le temps à 90 minutes. Pour enchaîner rapidement sur la suite et ce sur quoi l'APS se tient toujours, est toujours en alerte et travaille ardemment sur les autres moyens pour lutter contre le piratage. Évidemment, donc nous avons l'article 3. Il y a la transposition de la directive sur le droit d'auteur qui nous permet d'agir efficacement sur les plateformes de partage comme YouTube et Facebook, mais on l'a cité, il y a d'autres acteurs qui sont susceptibles de nous aider. Ce sont bien évidemment les hébergeurs techniques pour lesquels on ne souhaite pas du tout modifier la LCEN, mais on souhaiterait mettre en place un retrait immédiat ou à tout le moins dans les 30 minutes, c'est-à-dire un engagement que les hébergeurs, une fois qu'ils sont notifiés, procèdent à la coupure du contenu illégal. Et c'est dans ce sens que le call to action récemment lancé à Bruxelles par des centaines de titulaires de droit a été fait visant à pallier, si vous voulez, les lacunes qu'il y a dans le Digital Service Act qui a été, comme vous le savez, voté récemment par la Commission. Autre obligation sur laquelle on pourrait également s'attacher et concentrer nos efforts, les obligations de traçabilité. La fameuse Know Your Customer, Know Your Business Customer, qui permet d'identifier les entreprises qui opèrent sur Internet. Ces obligations pourraient être renforcées. En effet, le DSA aujourd'hui n'a prévu cette obligation que pour les places de marché. Et là encore, c'est une occasion pour nous manquer de mettre en place un Internet plus sûr. Pourquoi ? Car dans les faits, les pirates ne peuvent pas mettre leurs services en ligne sans un nom de domaine, sans être hébergés ou sans service de publicité ou de paiement. Ce sont donc tous les fournisseurs de ces services qui devraient
avoir le devoir d'empêcher l'accès à leurs services aux entreprises qui refusent de se conformer aux règles d'identification. Et de telles dispositions ne viendraient en aucune façon endommager notre article 3 pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Donc une fois encore, nous souhaitons remercier le Sénat pour son engagement. Nous souhaitons et nous espérons que vous resterez à nos côtés pour suivre les débats et notamment l'automatisation, l'industrialisation et l'amélioration des process que nous allons tenter de mettre en place afin de rendre le dispositif encore plus efficient. Et voilà, nous espérons vous avoir à nos côtés encore pour longtemps. Merci beaucoup. Merci Madame. Monsieur Ficot pour la Ligue de football professionnel. Que vous portez à ces sujets. Je vais vous demander de bien vouloir m'excuser si j'enfonce quelques portes ouvertes, mais en avant-propos, je voudrais rappeler un certain nombre de choses. La première, c'est qu'évidemment, le football est le contenu le plus piraté au monde. Il représente près de 75% des contenus sportifs piratés. Mais je crois que cette menace ne doit pas être circonscrite au seul football professionnel. Et on voulait rappeler que cette menace qui est plus qu'imminente, puisqu'elle est déjà passée, elle est gigantesque pour l'industrie du sport, mais également pour tout l'écosystème. Je ne reviendrai pas sur la théorie économique du ruissellement, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde est concerné, pas que le football professionnel, pas que le football amateur, pas que le sport amateur, mais également tous les acteurs économiques sur le territoire. J'ai été aussi très sensible aux propos de Mme Gento et du président Saada lorsqu'ils parlent, et c'est une réalité, ce n'est pas pour être politiquement correct ou attirer votre attention sur les risques encourus par tous les consommateurs et les internautes qui sont sur ces sites. Les risques encourus de détournement de données personnelles, de risques divers et variés à leurs dépens est une réalité et ne doit pas être sous-estimé. Et enfin, et pour moi, à titre personnel, je crois que c'est le plus grave, c'est que l'ensemble de ces sommes, finalement, échappent à tout contrôle, à tout mécanisme de solidarité sociétale, à tout impôt, et viennent alimenter des réseaux. Et aujourd'hui, on les appelle criminels, mafieux, drogue. C'est vraiment très flou, mais très inquiétant. Et on sait que toutes ces sommes, qui représentent des milliards d'euros, viennent renforcer des activités criminelles illégales qui, encore une fois, échappent à tout contrôle. Je vais faire très vite sur les actions de la LFP. Je suis évidemment très, très positif sur les résultats de ce dispositif. Ça nous a permis depuis plus d'un an, pour vous donner un ordre d'idée, de bloquer 410 000 liens de live streaming, tant sur le direct que sur les highlights. Et près de 300 000 déréférencements sur Google ou Bing, des moteurs de recherche extrêmement connus depuis un an. Évidemment, on a aussi une mission de surveillance de tous les systèmes d'IPTV. Et on sait que sur la saison dernière, on a à peu près 1000 serveurs IPTV illégaux qui ont été identifiés, plus de 4000 chaînes illégales qui sont monitorées. Et juste qu'on parle de l'IPTV, et on vous en a beaucoup parlé aujourd'hui, on a sur un dernier match de Ligue 1, vu que 300 000 personnes étaient connectées un soir de match sur un seul service IPTV. Toutes ces actions-là, elles n'auraient évidemment pas été possibles sans le principe de l'ordonnance dynamique. Et c'est vrai que je profitais de votre accueil pour bien sûr remercier la représentation nationale et le Sénat, mais également vous dire que les principes de saisine judiciaire, de débat contradictoire, d'ordonnance prononcée par le juge, évidemment on les accepte avec grand plaisir, d'autant plus qu'elles sont des gages nécessaires à un état de droit, mais qu'elles nous semblent représenter au final un dispositif extrêmement efficace qui nous permet nous-mêmes, diffuseurs, ayant droit, de lutter contre ce fléau. Je vais faire très vite. On a parlé des mesures de blocage DNS. Indéniablement, et comme le confirme l'ARCOM dans sa dernière étude, elles ont porté. Ces efforts ont porté leurs fruits. De plus en plus d'internautes sont effectivement confrontés à des mesures de blocage sur des sites illégaux. Mais comme le président Saada l'a rappelé, on en perçoit aujourd'hui les limites. C'est un constat. Je pense qu'ici, ce n'est pas le forum pour donner quelques publicités à tous les détails et solutions de contournement. Mais c'est une réalité.
Le blocage DNS est un dispositif qui a fait ses preuves et qui, grâce à l'automatisation qu'on appelle aussi de nos voeux, et Madame Belliot, je vous en remercie, j'espère qu'on ira très vite sur ce sujet parce qu'il continuera à faire ses preuves. Mais aujourd'hui, sans dispositif de blocage IP, et j'aimerais vraiment réinsister encore une fois, tous les efforts que nous avons tous faits depuis des années risqueraient de se révéler vains dans les prochains mois. Sur l'IPTV, je vais passer très rapidement parce qu'on en a beaucoup parlé. Je veux juste rappeler que la Première Ligue est une référence à de nombreux égards pour la Ligue 1, puisque c'est une ligue référence en termes de valeur, et également le Royaume-Uni sur un certain nombre de dispositifs. Et que c'est pour nous une évidence que la Première Ligue a fait du blocage IP la pierre angulaire de son combat, puisque les blocages IP en Première Ligue représentent 90% des actions, y compris pendant la diffusion du match en direct. Donc je ne veux pas dire qu'on veut copier les Britanniques d'une façon systématique, mais il faut qu'on prenne en compte et qu'on en fasse le constat que c'est une réalité chez eux et que c'est déjà une réalité chez nous. Et aujourd'hui, et c'est vrai que c'est pas pour vous faire plaisir, hein, Monsieur Rapone, mais c'est vrai que je tiens à louer ici les efforts de l'ARCOM et notamment votre ténacité pour qu'un accord équilibré soit conclu entre la Fédération Française des Télécoms et l'APS. Aujourd'hui, pour notre part, je ne pourrais parler qu'au nom de la LFP. Nous voulons juste nous comporter de façon pragmatique. On doit être à la hauteur des enjeux. On est évidemment prêt à contribuer significativement aux coûts associés. C'était aussi une des raisons au sein de l'APS qui a pris un petit peu de temps pour répondre à la Fédération Française des Télécoms, c'est que les membres de l'APS s'entendent sur une juste répartition des coûts. Donc, merci de votre écoute. Je voulais juste vous dire qu'on est dans une course contre la montre, vraiment. Je ne parle pas du fait que la LFP va lancer en 2023 un appel d'offres qui va être extrêmement structurant, non pas pour l'économie du football professionnel, mais pour l'économie du football et du sport dans son ensemble. Vous avez tous suivi les dernières turbulences qui ont touché la Ligue et son écosystème, l'entrée de CVC, les ambitions de la Ligue, le besoin effectivement d'être compétitif au niveau européen. Et donc les enjeux seront forts. La Ligue, comme tout ayant droit, doit une jouissance paisible de ses droits à ses diffuseurs, qu'ils soient Canal+, beIN ou tout nouvel entrant. Et il y a un réel questionnement, et que je trouve extrêmement légitime de la part de ces derniers, sur la capacité de l'ayant droit qu'est la Ligue à garantir cette jouissance paisible. Et je ne voudrais pas, nous ne souhaiterions pas qu'à l'issue d'un appel d'offres, les montants attendus ou les parce que montant raisonnable, ça ne veut rien dire, mais qu'en tout cas l'optimisation nécessaire de nos droits ne soit pas en rendez-vous à cause du risque de piratage et normalement, l'appréciation des diffuseurs de dire que le produit, finalement, il vaut moins cher parce que, Président Saïda l'a rappelé, aujourd'hui, je crois que le plus grand concurrent de Canal+, c'est le piratage. Donc, on se doit d'être à la hauteur de cet enjeu et j'espère pouvoir compter sur la coopération. En tout cas, nous, on sera présents au rendez-vous, nos interlocuteurs, pour avoir des mesures de blocage IP et dans des délais, notamment pendant le déroulé des rencontres. Donc pour terminer sur la question de la diffusion gratuite ou en clair, je ne crois pas que la diffusion d'un match par journée de championnat soit la solution. Je prends tout à fait le point que notamment dans les stades, vous avez des catégories de places à des tarifs extrêmement différents qui permettent d'adresser des populations tout à fait différentes et où les plus riches d'entre nous peuvent aller en loge et les plus modestes peuvent aller regarder un match en catégorie 3. Il est vrai qu'en matière télévisée ou de retransmission ou d'accès à des programmes via une méthode média, c'est tout à fait impossible. Pour autant, encore une fois, notre rôle de maximiser les revenus, c'est pour rendre nos clubs les plus compétitifs possibles.